Avez-vous déjà regardé un étranger et ressenti un frisson soudain, inexplicable, le sentiment que derrière ses yeux ordinaires, quelque chose de profondément mauvais se cachait? La plupart du temps, nous rejetons ces sentiments comme de la simple imagination, une lueur de paranoïa dans un monde déjà rempli d'anxiété. Nous nous disons que les monstres ne se promènent pas parmi nous à la vue de tous, qu'ils sont confinés aux cauchemars et aux films d'horreur. Mais à l'été 1985, les habitants de Los Angeles ont appris une leçon terrifiante. Les monstres sont réels. Et parfois, ils ressemblent à n'importe qui d'autre. Une silhouette discrète se glissant dans l'ombre d'une nuit de banlieue, portant la froide promesse de chaos et de violence. Il n'était pas un fantôme, ni un spectre, mais un prédateur de chair et de sang qui se nourrissait de la peur qu'il créait. Son nom était Richard Ramirez, mais le monde allait le connaître sous un surnom bien plus glaçant, le traqueur de nuit. C'était un homme qui semblait n'avoir aucun schéma, aucune victime préférée, aucun mobile au-delà d'un désir profond, d'infliger douleur et terreur. Son caractère aléatoire était sa plus grande arme, transformant chaque fenêtre déverrouillée, chaque rue sombre, chaque plancher qui grince en une source de terreur pour des millions de personnes. Pour comprendre la terreur qui l'a déchaîné, nous devons regarder au-delà des gros titres et du sensationnalisme. Nous devons comprendre comment un seul individu a pu tenir une métropole entière sous son emprise. Il ne s'agissait pas seulement des crimes qu'il a commis, il s'agissait de la guerre psychologique qu'il a menée contre une ville qui se croyait un paradis ensoleillé. Il a brisé l'illusion de sécurité, la croyance que vous étiez en sécurité entre les murs de votre propre maison. Il a rendu les gens vulnérables là où ils devaient se sentir protégés, transformant les chambres en scènes de crime, transformant les nuits d'été en veillées de peur. L'histoire du traqueur de nuit n'est pas seulement le récit d'un tueur, mais l'histoire d'une communauté assiégée. C'est le souffle collectif retenu au coucher du soleil, les regards partagés de suspicion, la recherche désespérée de réponses dans une tempête de panique. C'est une chronique des enquêteurs infatigables, assemblant des indices qui semblaient ne mener nulle part, et des survivants courageux donnant les premiers aperçus. Avant la chasse, nous devons comprendre l'homme lui-même, ou plutôt le garçon qui deviendrait un monstre. Richard Ramirez est né Ricardo Leiva Muñoz Ramirez le 29 février 1960 à El Paso, au Texas. En apparence, ses débuts n'étaient-ils pas si différents de ceux de beaucoup d'autres dans cette communauté ouvrière, majoritairement hispanique. Il était le plus jeune de 5 enfants, nés de parents qui luttaient pour joindre les deux bouts. Son père, un ancien policier devenu cheminot, était connu pour son tempérament violent. Le jeune Richard a souvent été témoin de la rage explosive de son père, une démonstration de force terrifiante qui a laissé une impression profonde et durable sur le garçon. Ses premières expériences de brutalité dans son propre foyer ont planté les premières graines d'une vision du monde où la violence était une partie normale, et peut-être même nécessaire, de la vie. C'était un enfant calme et solitaire, souvent livré à lui-même. À l'âge de 2 ans, une commode lui est tombée dessus, lui causant une grave blessure à la tête qui a nécessité des dizaines de points de suture. Plus tard, enfant, il a commencé à souffrir de crises d'épilepsie, une condition qui l'a distingué de ses camarades et a pu contribuer à son sentiment croissant d'aliénation. Il n'était pas un bon élève et a rencontré peu de succès ou de louanges en classe, ce qui a renforcé son sentiment d'être un étranger, observant un monde auquel il n'appartenait pas. Alors que le tempérament de son père était une source de peur, ce fut une autre figure masculine de sa vie qui l'introduirait à une forme de cruauté plus sinistre et délibérée. Il s'agissait de son cousin plus âgé, Miguel Mike Ramirez, un béret vert qui venait de rentrer de la guerre du Vietnam. Mike n'était plus le même homme qui était parti. Il était hanté par les horreurs qu'il avait vues et auxquelles il avait participé outre-mer. Il a ramené la guerre avec lui à la maison, non seulement dans ses souvenirs, mais sous la forme d'histoires graphiques et de photographies macabres de son temps de combat, des images de torture et de mort qu'il partageait avec empressement avec son jeune cousin impressionnable. Pour Richard, Mike était une figure de fascination. C'était un héros de guerre, un homme qui avait vu le monde et exerçait un réel pouvoir. Il passait des heures avec son cousin, écoutant ses récits de violence et regardant les photos Polaroid. Mike a appris à Richard à tuer, à traquer et à ressentir le frisson sombre de tenir la vie de quelqu'un entre ses mains. Ce mentorat n'était pas seulement théorique, c'était une éducation pratique à la brutalité. Les leçons apprises dans ces pièces enfumées d'El Paso formeraient la base tordue des horreurs à venir des années plus tard en Californie. Le lien entre Richard et son cousin Mike devenait de plus en plus fort et toxique chaque jour.
Mike était bien plus qu'un simple conteur. C'était un mentor dans le sens le plus sombre du terme. Il a initié Richard à la marijuana d'autres drogues, brouillant davantage les frontières entre la réalité et les fantasmes violents. Ils passaient de longues nuits ensemble, Mike racontant ses exploits au Vietnam, non pas avec remords, mais avec une fierté glaçante. Il parlait du pouvoir qu'il ressentait, de l'adrénaline de la chasse, du détachement froid nécessaire pour ôter une vie. Pour un garçon comme Richard, qui se sentait impuissant et insignifiant, ces histoires étaient enivrantes. Un événement pivot et horrifiant a cimenté ses leçons. Le 4 mai 1973, quand Richard n'avait que 13 ans, il fut témoin d'une violente dispute entre Mike et Jesse. La dispute a rapidement dégénéré, alimentée par le tempérament volatile de Mike et les démons ramenés de la guerre. Mike a sorti un pistolet de calibre .38 et a tiré sur sa femme au visage, la tuant instantanément. Pour n'importe quel enfant, ce serait une horreur à vie. Mais pour Richard, quelque chose de différent se produisit. L'événement a solidifié les leçons de son cousin. Il avait vu l'acte ultime de pouvoir et de contrôle, la finalité d'ôter une vie, et cela ne l'a pas repoussé. Au contraire, cela le fascina, le tira plus profondément dans l'abîme. La vue, le son, la sensation sont devenus une partie permanente de sa psychologie, un point de référence pour la violence future. Après le meurtre, la vie de Richard a dérapé. Il a déménagé en Californie pour un temps, pour vivre avec sa sœur aînée puis son mari, mais son comportement antisocial et son usage croissant de drogue le rendaient ingérable. Il a été renvoyé à El Paso. Le garçon revenu n'était plus le même. Il devint plus renfermé, plus maussade, obsédé par les images sombres et le satanisme. Il a abandonné le lycée, vol à l'étalage, cambriolage. Il cherchait quelque chose. Un frisson, un sentiment de pouvoir, un moyen d'imposer sa volonté. La malédiction du cousin avait pris racine et elle commençait à porter ses fruits empoisonnés. Le parcours d'une jeunesse troublée à El Paso a un prédateur accompli à Los Angeles. Après avoir quitté le Texas pour de bon, Richard Ramirez a erré, nomade dans les rues de Californie. Il a financé sa dépendance par de petits larcins, des cambriolages et affûté ses compétences pour entrer dans les maisons sans être détecté. Il a appris les rythmes de la vie de banlieue, les moments où les maisons étaient de vide, les fenêtres souvent laissées déverrouillées. Il n'était qu'une figure anonyme, mais la rage et les fantasmes sombres bouillonnaient sous la surface. Le premier signe clair est apparu le 28 juin 1984. Glassell Park, Los Angeles. Jenny Winkau, 79 ans, retrouvée brutalement assassinée dans son appartement. Attaquée dans son lit pendant qu'elle dormait. Le crime était exceptionnellement vicieux, pourtant traité comme un incident isolé. Un acte tragique mais pas rare pour une grande ville. Les enquêteurs avaient peu de pistes. Personne ne savait que ce n'était pas une fin, mais un début. Les experts légistes confirment plus tard, premier meurtre connu de Ramirez. Il était entré par une fenêtre ouverte, une méthode qui deviendrait sa signature terrifiante. La scène montrait les premiers signes de ses attaques. Une entrée silencieuse au milieu de la nuit, une agression sur une victime vulnérable. Un niveau de violence bien au-delà d'un simple vol. Le tueur avait laissé sa marque, un murmure de la terreur à venir. À l'époque, personne ne pouvait l'entendre. Le meurtre de Winkau. Prologue. Glaçant à l'été de la peur. Ramirez n'était plus seulement un cambrioleur, il avait franchi le pas vers quelque chose de sinistre. Après une période de calme, les attaques ont repris en mars 1985, et la ville de Los Angeles a commencé à réaliser qu'elle était confrontée à quelque chose d'inédit. Les crimes étaient sporadiques au début, mais ils ont rapidement gagné en fréquence et en brutalité. Un couple attaqué à Rosemead, une femme abattue dans sa voiture, 2 colocataires assassinés chez eux. Les attaques se produisaient dans toute la vallée de San Gabriel, puis se répandaient dans toute la région du Grand Los Angeles. Il n'y avait pas de schéma discernible pour les victimes, hommes et des femmes, jeunes et vieux, d'ethnies et de milieux différents. Le caractère aléatoire était le plus terrifiant. Cela signifiait que n'importe qui, n'importe où, pouvait être le prochain. Les médias ont surnommé l'agresseur le Night Stalker. Le nom est resté, capturant la peur qui étreignait la ville. C'était un fantôme qui venait la nuit, se glissant par les fenêtres et les portes déverrouillées, transformant les maisons en lieux d'horreur inimaginables. Ce n'était pas seulement un tueur, c'était un tortionnaire, fouillant leurs affaires, mangeant leur nourriture, laissant derrière lui des symboles sataniques, pentagrammes dessinés sur les murs,
pentagramme sur les corps des victimes. Il semblait apprécier la terreur psychologique autant que la violence physique, laissant sa marque pour narguer la police et paralyser la communauté. Au fil de l'été, la vie à Los Angeles a changé. La ville, autrefois connue pour son style de vie insouciant et ensoleillé, est devenue une ville sous confinement. Les gens se précipitaient chez eux avant la tombée de la nuit, les ventes d'armes montaient en flèche, les ventes de munitions montaient en flèche, les ventes de systèmes de sécurité domestique montaient en flèche. Des groupes de surveillance de quartier se formaient à chaque coin de rue. Les gens clouaient à leurs fenêtres, un sentiment palpable de paranoïa planait dans l'air. Chaque bruit étrange, chaque ombre pouvait être lui. Le Night Stalker n'était plus seulement un criminel, il était devenu un croque-mitaine des temps modernes, un monstre bien réel hantant les rêves de millions de personnes. La police était confrontée à un défi sans précédent. L'absence de mobile clair, une force opérationnelle massive a été mise sur pied. Ils ont été inondés de milliers de tuyaux, dont beaucoup étaient de fausses pistes nées de la peur du public. Ils travaillaient sans relâche, poursuivant un fantôme. Alors que le nombre de victimes augmentait et que les attaques devenaient plus audacieuses, la pression pour attraper le Night Stalker est devenue immense. L'État tout entier semblait retenir son souffle, attendant une avancée dans l'affaire. L'attaque est brutale, même scénario terrifiant. Avant de partir, il griffonne un pentagramme sur le mur. La baie est choquée, la menace est arrivée, le Night Stalker est à leur porte. Différence cruciale, les deux survivent. Peter donne une description aux enquêteurs. Barbara se souvient d'un break Toyota. Couleur orange ou rouille. C'était le premier indice tangible. La pression monte sur les autorités. Diane Feinstein tient une conférence de presse. Elle révèle des détails sur les preuves, empreintes de chaussures, preuves balistiques. Elle veut armer le public, transformer les citoyens en témoins. Ramirez est averti. Le filet se resserre. Il abandonne la Toyota près d'une gare routière. Il prend un bus pour Los Angeles. Il pense effacer ses traces. Mais la voiture contient des preuves. Les techniciens forensiques fouillent le véhicule. C'est le début de la fin. 7e section. L'indice dans le rétroviseur. La découverte de la Toyota orange abandonnée était la percée que les enquêteurs attendaient. Cachée sur la surface du rétroviseur, ils ont trouvé une empreinte digitale unique et claire. Dans le monde de l'enquête, une empreinte digitale est aussi bonne qu'une signature. L'empreinte a été soigneusement relevée et envoyée pour analyse. Elle a été passée au système AFIS, alors nouveau. Cette technologie recherchée parmi des millions de dossiers en un temps record. Le système a opéré sa magie. Bientôt, il a trouvé une correspondance. L'empreinte appartenait à un homme de 25 ans, Richard Ramirez, un vagabond avec un casier pour délit mineur. Pour la première fois, le fantôme sans visage avait un nom. La police avait son suspect, mais pas en garde à vue. Ils avaient une vieille photo d'identité judiciaire. La décision a été prise de rendre la photo publique. Un pari risqué. Le soir du 30 août 1985, la photo a été diffusée partout. L'effet a été instantané. Le visage du Night Stalker était maintenant identifiable. Les vendeurs de magasins, les chauffeurs de bus, les citoyens ordinaires. Richard Ramirez était maintenant la personne la plus reconnaissable de l'État. Il ne pouvait plus se cacher. Ignorant cela, il était dans un bus en direction de Los Angeles depuis l'Arizona, sur le point d'entrée. Le matin du samedi 31 août 1985, Richard Ramirez est descendu d'un bus et est entré dans un magasin d'alcool au centre-ville de Los Angeles. Il était fatigué et débraillé par son voyage, complètement inconscient que son visage était placardé en première page des journaux. Alors qu'il faisait la queue, il a baissé les yeux et l'a vu. Sa propre photo d'identité le fixait sous le titre « Le Night Stalker, identifié ». Une femme. El Matador. La panique s'est emparée de Ramirez et il s'est enfui du magasin. Il a couru, mais il n'y avait nulle part où aller. Son visage était sa prison. Il a essayé de voler une voiture, mais le conducteur l'a repoussé. Il a couru dans les rues, devenant de plus en plus désespéré en réalisant que tout le monde le regardait, le montrait du doigt et criait. La nouvelle de sa présence s'est répandue. Ce n'était pas une communauté qui allait se recroqueviller de peur. C'était les personnes mêmes qui l'avaient terrorisé, et elles n'allaient pas le laisser s'échapper. Une foule a commencé à se former. Un groupe de résidents, mené par un homme nommé Faustino Pinon, a poursuivi Ramirez à pied. Ils l'ont poursuivi à travers des jardins, par-dessus des clôtures. Ramirez, désespéré, a essayé de voler une autre voiture, mais José Burgoyne a saisi une barre d'acier dans son garage et a frappé Ramirez à la tête. Il a trébuché et est tombé.
et la foule s'est jetée sur lui. Ce n'était pas une foule de lynchage animée par une rage aveugle. C'était une communauté qui prenait position. Ils l'ont maîtrisé, le maintenant jusqu'à l'arrivée de la police. Lorsque la police est arrivée, elle a trouvé un Richard Ramirez battu et en sang, maintenu par les citoyens qui l'avaient recapturé. Alors qu'il le mettait à l'arrière de la voiture de patrouille, il aurait dit « Merci, Dieu merci, vous êtes arrivés ». Il savait que si la police n'était pas arrivée à ce moment-là, la foule aurait pu le tuer. Le règne du Night Stalker était terminé, non pas par une intervention armée, mais dans une rue ensoleillée, mis fin par le courage et l'unité de gens ordinaires. La ville de Los Angeles a enfin pu pousser un soupir de soulagement collectif. Le procès de Richard Ramirez a débuté en 1988 et est rapidement devenu un cirque médiatique. Journaux et caméras envahissent. Désormais, il était piégé sous les lumières vives. Mais Ramirez n'a montré ni remords ni peur. Il montrait une main avec un pentagramme. Il jouait le rôle du méchant impénitent. Son comportement au tribunal était conçu pour choquer. Le premier jour du procès, il a levé la main et a crié « Salut Satan !» L'accusation a présenté une quantité accablante de preuves, empreintes digitales, correspondances balistiques, bien volées. Et, le plus puissant, le témoignage des survivants. Le 20 septembre 1989, 13 chefs de meurtre, 5 chefs de tentative de meurtre, 11 chefs d'agression sexuelle, 14 chefs de cambriolage. Le 7 novembre 1989, Richard Ramirez fut amené au tribunal pour la dernière fois afin de recevoir sa sentence. Lorsque le juge lui demanda s'il avait quelque chose à dire, Ramirez se leva et prononça une déclaration glaçante et décousue. Il ne montra aucun remords, parlant plutôt du mal, parlant de Lucifer, parlant de son propre manque de regret. Il conclut son discours bizarre par une phrase qui serait citée pendant des décennies. Et alors, la mort va de pair avec le territoire. On se retrouve à Disneyland. Avec ce dernier acte de défi, il fut formellement condamné à mort 19 fois dans la chambre à gaz de la prison d'État de San Quentin. Ramirez fut envoyé dans le couloir de la mort, où il passerait les 23 années suivantes de sa vie. L'homme qui avait vécu une vie de liberté chaotique était désormais confiné. Il continua à cultiver son personnage sombre, correspondant avec des admiratrices et accordant des interviews. En 1996, il épousa l'une de ses correspondantes. Richard Ramirez ne fut pas exécuté par l'État de Californie. Son long processus d'appel traîna. En fin de compte, ce ne fut pas la loi qui lui ôta la vie, mais son propre corps. Ses années d'abus de drogue. Le 7 juin 2013, Richard Ramirez mourut à l'âge de 53 ans des complications liées à un lymphome à cellules B. Le Night Stalker mourut d'une mort très humaine dans un lit d'hôpital, loin de la chambre à gaz. L'histoire de Richard Ramirez est un rappel glaçant de l'obscurité. Mais c'est aussi une histoire de résilience. C'est un témoignage aux survivants, aux enquêteurs qui n'ont jamais abandonné, et aux citoyens ordinaires qui se sont unis pour capturer un monstre. La justice peut être un chemin long et sinueux. La peur que Ramirez a créée s'est finalement estompée. Mais le souvenir de la façon dont une ville s'est unie reste une puissante leçon sur la force de la communauté. Les ombres seront toujours là, mais aussi les gens assez courageux pour leur faire face. Pour aller plus loin, regardez aussi Dernières 24 heures de Taylor Renee Parker, condamné à mort.